des assises du journalisme de Tours. Très exactement sur Cité Radio, la radio des assises, en direct du journalisme au Vinci. Je vais passer la parole à Xavier Cuvier pour son le programme. Avec un bateau et bon journaliste, puisque ce sont les assises du journalisme, les 11e éditions. On va avec Eric Hugon, personnage. Il est passé par le 36, il est passé par les stupes, il est passé par l'écriture. Aujourd'hui, il est en retraite dans le département, dans la région. Il cultive du vin, donc ça c'est plutôt sympathique. Mais on va surtout démarrer avec Delphine Minouy. Delphine Minouy, grand reporter au Figaro, qui a fait une découverte grâce aux réseaux sociaux aussi, donc ça va nous permettre de faire le lien. Et puis nous aurons Annick Cogent, alors incontournable Annick Cogent. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était allé en 2011 en Tunisie, sur la scène du théâtre municipal. Voilà, il y avait la remise du prix de Berlon. Ah oui, c'était très important de la remettre là, c'était un vrai grand symbole. Un grand symbole, effectivement, en Tunisie à cette époque-là. Donc voilà le contenu de l'émission pour cette heure que l'on va passer donc sur InSitu et sur RCF. Eh bien écoutez, on vous laisse donc en compagnie de Xavier Cuvier, puis nous on se retrouve pour l'info à 13h. InSitu sur Cité Radio. InSitu. InSitu. L'émission de Xavier Cuvier, en direct des assises du journalisme de Tours. Voilà donc Delphine Minouy avec nous en plateau pour parler effectivement des passeurs de livres de Daraya. Alors c'est vrai que c'est inimaginable au départ cette histoire. On est dans un pays avec effectivement une guerre, une ville effectivement qui est sous les décombres, et puis il y a des jeunes qui sont là et qui vont sauver des livres. Alors comment as-tu fait cette découverte? Réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est réellement comme ça? Oui, c'est une histoire extraordinaire que j'ai pu découvrir grâce à une simple photo sur une page Facebook. C'était à l'automne 2015. Je surfais sur le web. Je faisais face à ce dilemme de comment continuer à raconter ce qui se passe aujourd'hui en Syrie quand le régime délivre des visas presse au compte-gouttes, quand il est dangereux aussi d'aller dans les zones rebelles au risque d'être kidnappé, arrêté. Et du coup, j'étais sur cette page Facebook et je tombe par hasard sur une photo qui représentait des jeunes entourés par des murs de livres. Il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de porte, et il y avait juste une légende qui expliquait qu'il s'agissait d'une bibliothèque secrète au cœur de Daraya. Et ça m'a tout de suite interpellée parce que bien évidemment je connaissais Daraya de nom. Ça a été une des premières villes qui s'est soulevée contre le régime de Bachar al-Assad. Ça a été une ville qui en a payé le prix cher après la révolution de 2011, le début du printemps arabe. Et pour se venger de ces résistants pacifiques, le régime a décidé de verrouiller la ville, d'encercler la ville, de l'assiéger et de la bombarder quotidiennement. Qui étaient ces jeunes justement qui ont cherché ces livres, qui ont récupéré ces livres? Parce que c'est monumental, 15 000 ouvrages. 15 000 ouvrages. Et en fait, ils ont lancé ce pari fou qui a été de se dire notre ville est bombardée, on veut nous anéantir, on veut faire croire à la scène internationale que nous sommes des terroristes. Mais regardez-nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche juste à se défendre. Pendant la Révolution, on est sortis dans la rue. À l'époque, ils avaient 18-19 ans. C'était des jeunes qui demandaient seulement une réforme du système, qui ne demandaient pas encore le renversement du régime. Et quand le régime a commencé à viser ces gens-là par les balles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu en offrant des bouteilles d'eau et des roses. Et quand à un moment donné, ils se sont retrouvés enfermés dans leur ville, et qu'au bout de plusieurs mois, 90% de cette cité assiégée s'est retrouvée complètement anéantie, un véritable champ de ruines, ils se sont dit, ils ont eu cette force, cet instinct inné qui a été de se dire, on va essayer de s'accrocher à ce qui nous reste. Et qu'est-ce qui leur est resté? Ce qui restait sous les ruines. Et en fouillant à travers les ruines, ils ont découvert des livres. Et ils sont allés piocher les livres de maison en maison, de mosquée en église. Exactement, en église aussi, parce qu'il y avait une petite communauté chrétienne à Daraya. Ils ont rassemblé ces livres et au bout de quelques semaines, ils ont récolté ce fonds de 15 000 ouvrages et ils se sont dit, eh bien, on va sauver ces ouvrages, on va créer une bibliothèque clandestine dans un sous-sol, dans un abri, parce que c'est le seul moyen de les protéger, parce que le régime bombarde les maisons, bombarde les bâtiments. Alors il y a un acteur important avec qui vous êtes entré en contact, c'est Ahmad. Alors qui était-il ce jeune? Comment avez-vous réussi à établir le contact? Parce qu'il y a un contrat de confiance à établir.
Ahmad, c'est un des activistes de Daraya, cofondateur de cette bibliothèque. De fil en aiguille, grâce aux réseaux sociaux, de contacts WhatsApp, Messenger, jusqu'à des contacts par téléphone en direct et par Skype, j'ai réussi à établir la première connexion et à commencer à échanger avec lui. Alors imaginez les conditions pour lui. Donc il est à Daraya, il n'y a pas d'électricité. Les connexions Internet sont complètement épisodiques parce qu'il se fie à des petites antennes satellitaires. Et comme il n'y a pas d'électricité, ils sont obligés d'utiliser des groupes électrogènes pour alimenter l'Internet. À un moment donné, il n'y a plus d'essence non plus pour alimenter les groupes électrogènes. Donc ils vont sur les toits des maisons, ils vont faire fondre les espèces de réservoirs en plastique et les réservoirs à eau. Et à partir du plastique, ils fabriquent du fuel qui permet au final de créer, au bout de cette chaîne, la connexion Internet, qui est leur seule fenêtre d'ouverture sur le monde, alors qu'ils sont coupés de la planète. Aucune certitude entière. pour vous également d'établir le contact sur le temps, parce qu'on C'est un fil très très fragile. C'est vraiment tout se passe à ce moment-là en 2015 quand je noue le premier contact avec cette peur de ne pas pouvoir leur reparler le lendemain, ces discussions qui sont hachées en permanence par le bruit des bombardements, par les coupures de l'Internet et cette soif de témoigner aussi que je ressens tout de suite avec Ahmad, qui m'explique que voilà pourquoi est-ce que nous lisons. Nous lisons justement pour rester humains. C'est-à-dire que nos livres, ce sont des armes d'instruction massive face aux fractures, face à la violence. Cette propagande, cette volonté de diffusion unique de la part du régime de Bachar al-Assad. Et eux, face à cette pensée unique, ils opposent la pensée plurielle. Parce que ces ouvrages, c'est une polyphonie, c'est-à-dire qu'ils tombent sur des ouvrages de théologie, de philosophie, mais aussi de sciences politiques, de sociologie, de la littérature. Ils se mettent à lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, par exemple. Ils se mettent à lire des ouvrages de développement personnel à l'américaine, comme Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Et en fait, si loin, si proche, ils nous ressemblent plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors justement, cette bibliothèque aujourd'hui, elle n'existe plus. Cette bibliothèque, malheureusement, a été saccagée par le régime quand les forces pro-Bachar ont récupéré la ville à la fin de l'été 2016. Et du jour au lendemain, ces jeunes ont été mis dans des bus. Et la Front suprême, ça a été de les envoyer très très loin, le plus loin possible de leur cité rebelle et assiégée. Donc dans la région d'Idlib, à 300 km au nord de la Syrie, près de la frontière turque. Toujours des contacts avec Ahmad aujourd'hui ? Évidemment, puisque là je peux vous raconter des choses presque en direct. C'était il y a 2 jours, il a réussi enfin à franchir la frontière syro-turque grâce à un passeur, grâce à un clandestin. Ça s'est fait en sautant au-dessus d'un mur en pleine nuit, en coupant les fils de fer barbelés. Et bien évidemment, je suis partie à sa rencontre et on s'est retrouvés il y a 2 jours avec Ahmad au fin fond d'un village turc. Peut-être un sujet pour un prochain livre, la rencontre avec Ahmad, un autre angle, l'angle du... La vie est un roman, c'est l'histoire qui nous rattrape. Il y a évidemment cette envie de continuer à raconter ces jeunes, comment ils essayent tant bien que mal, même s'ils sont orphelins de leur cité pacifique, comment ils essayent de perpétuer cet esprit de Daraya. Il faut savoir qu'Ahmad, quand il s'est retrouvé à Idlib, il a créé un bibliobus, il a fait la tournée des villages pour distribuer des livres aux femmes et aux enfants. Ça m'étonnerait pas qu'il essaye de faire la même chose pour les réfugiés syriens aujourd'hui en Turquie. Il y a 3,5 millions de réfugiés, de réfugiés syriens. Et bien évidemment, j'ai envie de continuer à suivre cette histoire qui est déjà en train de prendre forme à travers un documentaire que je suis en train de faire avec eux. Donc il va y avoir une suite, je dirais, en images de cette grande aventure de Daraya. Un sujet d'écriture actuellement ? Des sujets, il y en a toujours beaucoup. Il y a toujours beaucoup d'idées qui circulent dans la tête. Et après, il faut trouver le temps de l'écrit. Et le temps de l'écrit, c'est important. Je me bats beaucoup pour les... Avoir le temps de prendre du recul aussi, voilà. C'est pas toujours facile quand on est en activité. C'est facile d'écrire des livres. On peut écrire des livres tous les mois. Mais c'est autre chose que d'écrire des livres qui sont authentiques, avec un sens. Qui sont à hauteur d'homme, qui se battent contre les stéréotypes et qui tordent le cou aux clichés. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi, Annick Cogent et moi-même. C'est pour défendre cette idée d'un
d'un journalisme debout, pas un journaliste assis derrière son écran d'ordinateur. Alors justement, journaliste, lauréate du prix Albert Londres. Aujourd'hui, le thème de ces assises, c'était le journalisme utile, avec un point d'interrogation. Quel est justement ce journalisme utile pour Delphine Minouy? Le journalisme utile, c'est le journaliste qui transmet, qui passe des informations, qui raconte et qui essaye d'aller au plus près de l'authentique, de la vérité. Et moi, c'est dans ce sens que je défends ce journalisme. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai quitté la France, que je me concentre sur ce qui se passe dans cette zone compliquée du Moyen-Orient. Voilà, donc j'ai vécu en Iran, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu en Irak, à Beyrouth, en Égypte, maintenant en Turquie, avec l'envie d'être toujours au plus proche de la réalité, d'aller à la rencontre des gens. Et nous, les journalistes, et on sait que dans ces zones-là, c'est très très difficile, mais justement, nous sommes des passeurs, nous sommes des passe-murailles. Même s'il y a des murs qui s'érigent, il faut toujours qu'on continue à essayer d'ouvrir une petite brèche et de continuer à aller raconter ce qui se passe de l'intérieur, d'aller à la source. Et c'est le meilleur moyen aujourd'hui, je pense, de combattre les fake news, parce que c'est vraiment aussi la mode aujourd'hui. Donc nous devons défendre cette idée du contre-pouvoir qui continue à exister. Alors Delphine, au tout début de l'interview, on a parlé du printemps arabe. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, quelle est ton analyse tout simplement du printemps arabe, de tout ce qu'on a pu voir? On a des déceptions, forcément. On a aussi des joies, parfois. Il y a eu un souffle incontestable en 2011. Il y avait une véritable volonté de changement justifiée, puisque c'était une révolte face à des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, qui avaient été mis au pouvoir, il faut le rappeler, pour la plupart par des coups d'État. Donc ce sont des pays qui n'avaient vraiment pratiquement jamais vécu l'expérience démocratique. Et donc 2011, si on place le curseur historique, c'est le début de ce bouillonnement démocratique. Alors bien évidemment, cette révolution, elle ne peut pas aboutir du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu des déboires. On parle d'un printemps arabe qui est devenu un hiver djihadiste. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut regarder sur le long terme et que ce qui est très important, avant tout, c'est que le mur de la peur a été brisé. Et les gens qui ont osé sortir dans la rue, qui ont osé commencer à parler, ça ne peut pas se remettre en question. Et ces gens, ils sont toujours là. Et c'est ce que nous prouve Ahmad, et c'est ce que nous prouvent ces jeunes de Daraya. Aujourd'hui, un Syrien sur deux ne vit plus chez lui. Je vois ces jeunes de Daraya, ils sont dispatchés un peu partout, à l'intérieur de leur pays, à l'étranger. Mais ils continuent à se battre pour ces valeurs. Et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, peut-être que nous, on a échoué, mais ce qui est important, c'est la transmission pour les futures générations. D'où l'importance d'entretenir la mémoire, de cultiver la mémoire, d'écrire, de faire des documentaires, de raconter pour lutter contre l'oubli et le silence imposé par le régime. Delphine Minouy, je rappelle aux auditeurs donc Les Passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie aux éditions du Seuil. Merci Delphine. Merci à vous. On marque une pause musicale et on se retrouve ensuite avec Annick Cogent.
In situ sur Cité Radio. In situ, toujours en direct des assises du journalisme et de ce salon du livre pour les 11e éditions, avec Annick Cogent. Annick Cogent, le retour, une voix de radio aussi. C'est vrai? Oui. Il y a ce timbre. Bon, avec grand plaisir, j'adore la radio. Mais c'est vrai que je fais quand même davantage de l'écrit. Alors, grand reporter au monde, Oui. prix Albert Londres, Ouais. prix Albert Londres qu'elle défend toujours d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est une grande partie de ma vie professionnelle, on va dire, de ma vie tout court, parce que vraiment quand on est journaliste, c'est que c'est tellement un métier passion que quand on a du mal à faire une distinction vie professionnelle, vie privée, tout est mêlé. C'est un métier d'engagement, c'est un métier qu'on fait à fond et sans horaire. Donc effectivement, si on défend Albert Londres, la bannière d'Albert Londres, bah c'est tout le temps. Alors l'interview est l'art de la rencontre. Ouais. 27 rencontres, il y en a bien eu bien plus, mais bon, on va retenir les 27 dans votre dernier ouvrage. Comment s'est fait justement ce choix? Comment s'est fait cette sélection? Oh, écoutez, c'est un rendez-vous que j'avais lancé il y a une dizaine d'années dans le magazine du Monde au départ, mais c'était un petit format. J'ai toujours extrêmement frustrée parce que quand on pose aux gens cette question vertigineuse, je ne serais pas arrivée là si. Il y a tellement de choses à dire. C'est tout d'un coup, c'est un kaléidoscope d'images, de rencontres, de visages qui viennent à notre esprit. Et en même temps, curieusement, cette phrase est un peu magique. C'est une clé pour rentrer dans une conversation. Et très souvent, les gens disent immédiatement, alors ils voudraient tous avoir beaucoup de temps pour y réfléchir, etc. Mais quand ils sont bien Spontané, obligés oui. de se lancer, eh ben c'est très souvent la vérité. Il y a plusieurs phrases qu'on pourrait dire, bien sûr, mais très souvent celle qui vient, eh ben c'est celle qui touche juste, qui touche au but, et qui donne la clé d'une existence, d'un parcours, d'une vie chaotique, bien sûr. Il n'y a jamais de parcours très simple, mais c'est ça qui est intéressant. Alors 27 entretiens parfois d'une heure, parfois beaucoup plus de temps. Ah, quand j'ai 3 heures avec quelqu'un, c'est merveilleux, bien sûr. Comment se passaient ces entretiens? Il y avait une certaine appréhension au départ. Moi, j'ai toujours un petit peu peur. De toute façon, à chaque reportage, à chaque rencontre, j'ai toujours le ventre un petit peu noué. Et là, quand c'est un entretien, c'est souvent évidemment des personnes très très connues, parce que il faut une notoriété pour qu'on puisse poser ces questions. Je ne serais pas arrivée là si. Il faut que les gens savent déjà que signifie le là, où sont-ils arrivés. Donc effectivement, ce sont des gens très très connus qui ont souvent répondu à des dizaines, peut-être des centaines d'interviews. C'est un peu paralysant pour l'intervieweur parce qu'à chaque fois on voudrait qu'il y ait une rencontre tout à fait spéciale, nouer un lien particulier avec la personne, et donc qu'il n'y ait pas de questions bateau, etc. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois je me dis, j'ai pas de méthode, on va se regarder, ce sera une rencontre entre deux personnes qui vont se faire face, je ne prends pas de notes, c'est toujours un grand risque dans une interview, j'enregistre évidemment, et puis c'est un grand plongeon dans l'inconnu. Voilà, c'est un pas à deux, et on va essayer de se dire des choses essentielles. C'est un avantage, tricher. un petit plus lorsqu'on est une femme pour interviewer les femmes. On arrive à avoir une confidence, une complicité peut-être. Je crois que oui, c'est peut-être idiot de dire ça parce qu'après tout, je fais pas un journalisme de femmes en particulier, mais c'est vrai, je crois malgré tout qu'il y a peut-être une connexion. Je crois beaucoup, moi, à la notion de sororité. Alors, faut pas exagérer, elle n'est pas toujours présente évidemment, mais malgré tout, je pense que sur certains sujets, et c'est vrai que plusieurs femmes m'ont confié des histoires aussi de violence. Je crois qu'il y a d'agression et de tabassage, etc. C'est assez sidérant. Je pense qu'un tiers des femmes ont rencontré une forte violence dans leur vie, ou en tout cas un moment de leur vie. Et je pense que c'est plus facile de le dire, de confier ces choses-là à une femme. On a l'impression que on se regarde et on sait déjà certaines choses. Voilà. On peut parler d'un panorama de la femme en 2018. Oh, c'est difficile de faire un panorama, franchement. Et quand on me demande c'est quoi le lien entre Françoise Héritier et Brigitte Bardot, entre Patti Smith et Asli Erdogan, l'écrivaine turque, entre Amélie Nothomb et Cecilia Bartoli, ou entre Marianne Faithfull et je sais pas, Nicole Kidman, c'est un peu compliqué. Mais curieusement, je trouve que ça a du sens de rassembler les femmes. Curieusement, il y a quand même un air de famille. Et quand j'essaie de trouver ce qui dans leur parcours peut les rassembler, je dirais quand même qu'il y a toujours de la force. C'est une génération de femmes évidemment, hein. Pour avoir acquis cette notoriété,
elles ont déjà quelques années évidemment derrière elles. Et curieusement, elles se sont toutes imposées dans un univers d'hommes, dans un monde où les règles ont été fixées par des hommes, et elles ont toutes fait preuve d'un courage et d'une ténacité. Certaines ont déclaré avoir été des garçons manqués quand même. Écoutez, mais moi, quand j'étais petite, combien de fois mon père, quand il me voyait partir et grimper aux arbres et m'affubler en indienne ou en indien, ou même en Thierry Lafronde, avec ma médaille, avec mon épée ou mon arc, combien d'étés j'ai passé à fabriquer des arcs et des flèches. Avec ma mère, d'ailleurs, on essayait de trouver le bon bambou qui ferait le meilleur arc. Et mon père, me voyant partir avec ma flèche, et me disait, ma flèche et ma plume dans ma broussaille de cheveux, me disait, mais quel garçon manqué. Et au départ, je me disais, quand même. Alors, à la fois j'étais fière et puis je me disais manquer, j'aimais pas ce mot de manquer quand même. Et jusqu'au moment où je lui ai dit, mais je trouve que c'est une fille très réussie au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire garçon manqué? C'est quand on y pense. 2018, je crois qu'on utilise encore cette expression manquer, tout simplement parce qu'on aimait l'action, parce qu'on aimait les choses vives. Et quand on regardait les feuilletons, moi je regardais Thierry Lafronde, Robin des Bois, mais la fille, c'était celle qui apparaissait à la fin du générique. Thierry, après avoir vaincu tous ses ennemis, après avoir défendu les pauvres, après s'être montré héroïque, à la fin, il retrouvait sa fiancée Isabelle. Elle lui souriait, il partait sur les chemins en rêvant. Ben non, moi j'avais envie d'être celle qui était en pleine action et qui se battait pour plus de justice. C'est très étonnant, mais je crois que on utilise encore cette expression et j'avais pas forcément envie d'avoir une petite robe de princesse qui m'aurait empêché de grimper à mon arbre. Pas de refus de la part de ces femmes interviewées, à part peut-être Vanessa Redgrave qui était... Elle est compliquée, Vanessa Redgrave. C'est elle qui avait le moins de temps, c'est celle qui est très star, c'est elle qui est toujours très rétive aux interviews, donc elle était très aimable, je peux pas dire le contraire, mais c'est vrai que elle trouve que c'est une question, comment est-ce qu'on peut répondre à une question, je ne peux pas répondre à ça, etc. C'était un petit peu compliqué. Mais toutes, elles ont joué le jeu vraiment avec une sincérité qui est très très troublante et je leur suis franchement reconnaissante à chaque fois parce que je me dis, j'aimerais pas forcément qu'on vienne creuser un peu comme ça dans ma vie. Donc je trouve que c'est un merveilleux cadeau quand l'échange se fait, on se regarde très franchement et on accepte d'aller assez loin. Alors, écoutez, faut pas rêver non plus. Je pense qu'Amélie Nothomb me dit des choses sidérantes qu'elle n'avait probablement jamais dites comme ça dans une interview. Et en même temps, c'est une magicienne, mais qui est passée maître aussi dans l'art du travestissement. Donc il y a des choses qu'elle dit, je ne suis pas dupe. Il y a aussi des choses qu'elle masque avec des jolies histoires. Mais je pense qu'à chaque fois, quand même, il y a une vraie part de vérité. Et c'est ça qui me trouble chez ces femmes. Et ce qui me trouble aussi, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est ce qui les rassemble quand même toutes, que ce soit Angélique Kidjo, la béninoise, qui vit maintenant à New York d'ailleurs, et qui enflamme les podiums et qui enflamme les salles quand elle chante, avec toujours un discours politique. Elles sont toutes fières de leur travail. Elles disent tous travail. Ce qui caractérise Patti Smith, qui a pourtant vécu beaucoup de deuil, etc., beaucoup de choses très lourdes, c'est son travail. Et c'est comme ça qu'elle se maintient en vie tout le temps. Bien sûr, ses photos, ses poèmes qu'elle continue de faire. Mais c'est exactement ce que faisait Françoise Héritier. Je l'ai rencontrée, il se trouvait que c'était une dizaine de jours avant sa mort. Et elle avait cette façon merveilleuse de raconter, de s'émerveiller, d'être stupéfaite d'ailleurs, de savoir que des tas de jeunes femmes venaient la voir pour lui demander d'analyser le monde et de parler de ces rapports hommes-femmes qu'elle a si bien analysés. Et en même temps, elle était dans son fauteuil roulant, très amoindrie, toujours percutante dans son regard et toujours tendre. Et en même temps, de dire c'est quoi le secret de la vie. Et puis elle disait peut-être qu'elle avait un don du bonheur, mais elle regardait, mais c'est s'émerveiller des jolies choses et elle regarde par la vitre, elle dit c'est aussi savoir dire merci pour ce petit rayon de soleil qui traverse la vitre et qui arrive jusqu'à moi. Donc elles ont toutes, oh, je les trouve toutes assez merveilleuses. Elles ont toutes quelque chose, elles ont toutes une force. Et même Brigitte Bardot, beaucoup sont étonnés qu'après avoir rencontré Françoise Héritier, ou juste à côté d'elle, il y a l'interview de Brigitte Bardot. Eh ben pourquoi pas? On peut essayer aussi de décider quand on a peu de temps avec les gens. Si j'avais fait un livre, j'aurais cherché davantage la complexité d'une femme comme elle. Mais j'ai peu de temps, et donc je choisis de chercher la face lumineuse. Et Brigitte Bardot a, c'est vrai, des côtés sans doute réactionnaires, etc., une génération, un milieu
qu'importe. Il se trouve qu'à 38 ans, elle décide de bouleverser toute sa vie et de fuir ce milieu du cinéma qu'elle n'aimait pas, qu'elle trouvait vain, superficiel, ridicule par bien des aspects, pour aller jusqu'au bout de sa passion et de son amour pour les animaux. Alors on l'a trouvée ridicule, ses photos sur la banquise, etc. N'empêche que, à 83 ans, elle est tous les jours à sa table de travail. Tous les jours, elle répond à des centaines de lettres qu'elle reçoit du monde entier. Elle regarde quels sont les nouveaux arrêtés ou décisions prises à Bruxelles, prises à l'ONU, etc. Les nouvelles d'un refuge. Toujours en alerte, toujours. Ah, mais c'est incroyable le nombre d'animaux qu'elle a sauvés, d'espèces qu'elle sauve, etc. Je trouve qu'elle est magnifique. Et puis, elle le dit pas dans l'interview, mais je sais aussi qu'elle est d'une générosité incroyable avec beaucoup de gens démunis, réellement. Donc, je trouve qu'elle n'est pas, c'est pas une fausse note dans le livre. Au contraire, il y a une sorte de cohérence à mettre aussi Brigitte Bardot, femme engagée. Vous écrivez pour des lecteurs. C'est quoi une bonne interview? C'est justement faire passer ce petit sourire, ce petit... Une bonne interview, c'est d'essayer. C'est comme disait Delphine d'une certaine façon, parce que les enquêtes de Delphine sont faites à partir d'interviews. On fait tous des interviews. L'interview est à la base même de notre métier, à la base du reportage. Alors, c'est pas toujours présenté comme je l'ai fait là, sous forme de questions-réponses, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'aller à la rencontre et puis d'essayer d'avoir une vérité, d'avoir des informations. Là, ma quête était d'arriver à comprendre qui étaient ces personnes, ce qui les faisait bouger. Et puis, je me dis, alors c'est pas forcément le but, mais c'est le résultat. Je trouve qu'elles sont inspirantes, ces femmes, mine de rien, pour des tas de lecteurs et de lectrices, pour des tas de jeunes gens et de jeunes filles qui savent pas de quoi est fait une vie. Quand on a 18 ans, 20 ans, waouh! À la fois, on a toutes les possibilités, et puis on sait pas comment on va trouver son chemin, avec quelle petite serpette il va falloir déblayer des herbes et dans la jungle de la vie. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que quel que soit d'où qu'on vienne d'un petit village du Bénin ou d'un village du New Jersey ou de Bretagne ou de n'importe quel pays, eh ben, pas aidé, quelquefois avec une famille difficile, chaotique, quelquefois avec de sacrés obstacles dans la vie, eh ben, on arrive à la faire, pour peu qu'on ait un peu la foi dans certaines choses, pour peu qu'on ait confiance, pour peu qu'on fasse les bonnes rencontres. Alors c'est quoi une bonne rencontre? Petit à petit, c'est au fil de la vie qu'on se rend compte que c'était la rencontre décisive. Mais malgré tout, faire confiance à la vie. Je pense que c'est en quoi les juxtaposer comme ça 27 interviews de femmes peut donner de la confiance, du souffle et de la force à des tas de jeunes gens, et notamment les filles. Le thème de ces assises était donc un journalisme utile. Alors la question, Annick Cogent, en conclusion, je vous la pose. Vous savez, je dirais ce qu'a dit Delphine tout à l'heure, bien sûr, c'est d'essayer de passer toutes les murailles et pour apporter la vérité, d'être toujours au plus près, donc de vérifier notre info. Un journalisme utile, c'est un journalisme qui raconte le monde tel qu'il est. C'est tellement compliqué parce qu'il y a tellement de choses et de facteurs et de techniques maintenant pour fausser la vérité, pour nous induire en erreur et pour nous lancer dans le mensonge. De plus en plus, les techniques sont de plus en plus sophistiquées. On parle des fake news, mais c'est vrai que les procédés de communication nous font oublier ce qu'est l'information. Il y a peut-être un rôle d'éducation aujourd'hui, d'éducation à l'information. Fondamental. Je pense que vraiment, s'il y a une chose qui devrait être fait dans l'éducation nationale, je pense que c'est aussi important maintenant que les cours d'histoire et de géographie, c'est des cours aussi pour apprendre à lire, à entendre, à décrypter les médias, se retrouver dans la jungle des réseaux sociaux et de ne pas prendre comme tous les tweets pour acquis, tout ce qui fait. Mais évidemment que c'est très important. On est tellement dans l'immédiateté maintenant. Une information chasse une autre. C'est bien que c'est même pas la peine de la démentir puisque il va y avoir quelque chose d'autre. Non, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui demande de la rigueur. C'est un métier sur lequel qu'on doit remettre en question tout le temps. C'est pour ça que c'est important des assises. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des débats. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations comme Albert Londres d'ailleurs, où on parle du fond. On n'est pas là pour faire des communiqués dans tous les sens, des cocktails, etc. C'est important qu'on se rencontre pour échanger nos idées, pour nouer des liens de solidarité aussi aux journalistes, mais aussi pour nous tirer tous vers le haut, pour nous rappeler pourquoi on fait ce métier. On l'a pas choisi par hasard. C'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent, je peux vous le garantir. Donc c'est un métier qui rend nos vies très compliquées, nos vies personnelles. Franchement, faut avoir des compagnes ou des compagnons qui sont quand même assez compréhensifs ou qui partagent la flamme qu'on doit avoir pour ce métier. Mais
c'est pas anodin de choisir ça comme mode de vie. Et donc on a des devoirs, ça s'accompagne, on a des droits. Chic, on a une carte de journaliste, on peut la brasser de temps en temps pour dire j'ai le droit d'y aller, je suis journaliste. Mais c'est surtout beaucoup de devoirs et c'est important de nous hisser sans arrêt vers le haut en nous disant, nous rappelant que c'est important une de le rappeler parce que c'est responsabilité. souvent aussi une profession décriée. Mais bien sûr qu'elle est décriée et parfois, alors très souvent injustement, mais parfois très justement. Et que c'est désolant, c'est vrai, on devrait tous s'appeler confrères et quelquefois j'ai l'impression qu'on fait pas le même métier et qu'on n'a pas la même idée de la carte de presse, cette fameuse carte qui a quand même un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de devoirs. C'est une charge et c'est une terrible responsabilité. Quand on est sur des terrains d'observation comme l'est souvent Delphine, je suis un petit peu moins ces temps-ci, mais franchement, quand on est sur le terrain, encore que j'étais, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai contribué à un film sur les viols des femmes syriennes, donc quand même, tu sais, sur des choses, des sujets difficiles, périlleux et de gros enjeux. Eh bien, faut avoir sans arrêt l'idée que par mes mots, puisque c'est surtout moi des mots que j'utilise. Hein, la nuit, on se retrouve et il faut envoyer pour le lendemain matin, pour mon journal Le Monde, un compte rendu de ce que j'ai pu voir, observer, de ce que m'ont confié des gens, en risquant quelquefois leur vie pour me donner leur témoignage. Vous vous rendez compte comme c'est énorme. Prise de Eh ben, c'est à conscience, moi, dans la nuit, de responsabilité. trouver les petits tas de mots, de les ajuster comme je peux. Je n'ai que l'alphabet, que des mots. J'ai pas d'image, j'ai pas de son, et donc il va falloir que je fasse comprendre avec Une mise cet en forme, alphabet. une mise en scène. Et voilà, que je trouve des procédés. Parfois, oui, des procédés littéraires, parce qu'il va falloir que je fasse comprendre, que je sois le plus fidèle possible de ce qu'ils m'ont dit. Et pour retransmettre ça avec le plus de rigueur, mais aussi d'empathie souvent avec les gens, il faut que je touche une petite corde, laquelle dans le cœur de mes lecteurs, dans la tête de mes lecteurs, pour que plus jamais ils ne soient indifférents à ce sujet. C'est ça qui m'obsède, qu'il n'ait plus le droit à la différence sur le sujet que je vais traiter. Donc une Voilà. obsession, une écriture, une réécriture, une relecture. Je suis une laborieuse. Je voudrais tellement vous dire que que la plume court sur le papier ou que l'ordinateur, les pages défilent. Non, je suis une laborieuse et ça me prend du temps et je corrige. Et je ne passe pas un paragraphe si je le trouve pas parfait. Alors bien sûr qu'il l'est pas, mais j'envoie souvent les papiers au petit jour puisque le bouclage, s'il faut envoyer le papier à 7 heures du matin, croyez-moi que j'ai pas souvent une partie de la nuit. Ce qui bousille Le le dernier jour qui arrive, d'après, c'est très 6h58, difficile. on sait que c'est le papier d'Annick Cogent qui arrive. Ouais, j'ai la réputation de les envoyer tard, ce qui n'est pas une qualité, croyez-moi, mais je fais ce que je peux. Oui, je sais que l'écriture va tout changer. C'est pas le fait d'avoir fait un papier et d'arriver à l'heure, point. S'il dit rien, s'il dit pas grand-chose, s'il ne touche personne, à quoi On y bon? passe à côté. Donc vraiment, aucun papier devrait être anodin. Enfin, en tout cas, on doit avoir cette obsession-là. Annick Cogent, merci. Je rappelle donc aux auditeurs, c'est 27 rencontres Ouais, avec aux des éditions Grasset Le Monde. femmes. Oui. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Annick, merci. Merci à vous. Et puis rendez-vous c'était sur ces vraiment assises. sympa. Merci. In situ sur Cité Radio. In situ. In situ. L'émission de Xavier Cuvier en direct des assises du journalisme de Tours.
Cité Radio, l'émission de Xavier Cuvier, en direct des Assises du journalisme de Tours. Toujours en direct donc sur Radio Cité pour les 11e Assises du journalisme avec le Salon du Livre aujourd'hui qui se déroule au Vinci. On vous invite donc à venir nous retrouver ici puisque les auteurs sont d'ores et déjà disponibles pour les séances de signature. Et puis je reçois une figure incontournable, c'est Eric Young. Eric Young, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un retour aussi parce qu'on s'était vu il y a quelques années au chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire. C'était une autre actualité à l'époque. Mais bon, c'est bien, c'est comme ça, on se retrouve, ça fait partie des rencontres, de l'histoire. Des voyages un peu, des petits voyages, mais des voyages importants. Alors quand je dis un auteur singulier, oui, parce qu'au départ, c'était pas un auteur, c'était pas un écrivain, Eric Young. C'était quoi? C'était quelqu'un qui se destinait à être un fonctionnaire? Même pas vraiment, mais qui s'est présenté à différents concours. Je vois bien, mais effectivement, j'ai été près de 10 ans chez les flics à la police judiciaire. Ça aurait pu être la Poste. Oui, au 36 quai des Orfèvres. Et comme je le raconte d'ailleurs dans un livre qui s'appelle La tentation de l'ombre, je suis rentré dans la police en fin 69, début 70, mais j'y suis allé vraiment comme un ethnologue. J'avais envie de découvrir. En plus, je suis né en 48, vous voyez, il y a déjà du temps. En 68, j'avais 20 ans. J'avais beaucoup de camarades, le mot est juste, qui étaient là et qui tapaient sur les flics. Enfin, c'était l'époque, quand je vois aujourd'hui les policiers qui se plaignent de ne pas être aimés, je vous assure que dans ces années-là, c'était la violence était beaucoup plus grande. En tout cas, la violence verbale était beaucoup plus grande. Et on tapait tellement dessus que ça m'a donné envie de savoir vraiment ce qui s'y passait. Et donc, j'ai passé le concours et ils m'ont répondu assez vite. À l'époque, ils recrutaient beaucoup. Et donc, je suis rentré à la préfecture de police. J'y suis resté 9 ans, où j'ai fini à l'Antigang, enfin la brigade de recherche d'intervention, son vrai nom, ce que les journalistes appellent l'Antigang. Et j'en suis parti en 78, voilà. Mais donc, je n'étais pas non plus destiné à être fonctionnaire. Ça a vraiment été une curiosité et un ethnologue. Et je suis allé comme un ethnologue. Alors, ensuite, le journalisme? Directement le journalisme, puisque quand j'ai quitté les flics, quelques mois après, je suis rentré au journal de Philippe Tesson, que je salue toujours parce que c'est tellement un grand monsieur, au Quotidien de Paris. Du Quotidien de Paris, si vous voulez tout savoir, après, j'ai racheté avec un éditeur, Jean-Pierre Ramsey, le titre, les nouvelles littéraires. Donc je suis parti aux nouvelles littéraires. Des nouvelles littéraires sont cassées la figure. Je suis parti au Matin de Paris. Matin de Paris à l'époque de Mas Gallo. Alors il y a une petite anecdote sur le Matin de Paris, parce que quand Mas Gallo est arrivé, il est arrivé avec dans ses bagages comme moi avec quelqu'un. Et j'ai connu un stagiaire au Matin de Paris avec qui on déjeunait, vous savez comment c'est un journal, il y a le journal, il y a le bistrot, il y a le restaurant à côté, toujours. Et ce petit stagiaire s'appelait François Hollande. Donc on a oublié qu'il a été journaliste pendant quelques temps. Mais voilà, puis après VSD, voilà, grand reporter, puis après Radio France, France Inter. Rédaction de Radio France, même. Oui, la rédaction en chef de France Inter aux Infogénés. On se rappelle de Café Crème, Café Crime. Oui, voilà, Dossix en cavale, Macadam Regard, Pêcheur d'histoire, tout un tas d'émissions qui étaient toujours quand même sur le fait divers, on va dire, et sur la magie des exceptions de la vie. J'aime bien cette phrase de Baudelaire quand il parle de ça, et la magie des exceptions de la vie, parce qu'il y a toujours dans les faits divers, quels qu'ils soient, et il faut gommer l'image péjorative que l'on a. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont travaillé là-dessus. C'est pas la rubrique des chiens écrasés, ce sont chaque fois des histoires humaines qui sont parfois dramatiques, mais aussi poétiques, drôles, et qui surprennent toujours. Il y avait, justement, on parle de Baudelaire. Baudelaire définissait le fait divers quand il a traduit les nouvelles des Garpeaux, et il avait donc dit que c'était la magie des exceptions de la vie, mais c'était aussi cette petite chose qui venait et qui faisait basculer un peu comme ça la situation ordinaire dans un truc impossible à comprendre, qui échappait à l'entendement et qui à chaque fois se débouchait sur une aventure, quoi. C'était cette forme-là. Et effectivement, Garpeau, ce sont des faits divers. Alors justement, quand on parle du romancier aujourd'hui, Eric Young, c'est les faits divers aussi qui inspirent. C'est toujours, oui, pour moi, c'est vraiment la matière brute. C'est une fois de plus la matière humaine qui m'intéresse. C'est de là où
pioche dedans, je peux même pas dire que c'est l'inspiration, je pioche dedans et j'imagine effectivement des histoires. Et parfois, il y a même des fois, il suffit de rapporter des événements qui sont beaucoup plus forts que ce que un auteur peut imaginer. Donc, et c'est vraiment la matière humaine, c'est ces rencontres. Enfin, c'est ce qu'a fait Siménon en permanence. C'est tout un tas d'auteurs. On pourrait en citer Flaubert. Enfin, et vraiment cette matière-là, qui est la matière humaine, qui est ce que j'appelle moi le fait divers, parce qu'il y a une aventure, parce qu'il y a une incidence de la vie, parce que d'un seul coup on va basculer un destin de l'ordinaire dans l'extraordinaire. À chaque fois, évidemment, ça fait des récits que je trouve vraiment passionnants, parfois curieux aussi, et oui, toujours étonnant et beau, souvent beau, même dans les drames. Il y a une forme de beauté qui est une sorte de dramaturgie permanente de la vie dans les faits divers. Quel est justement le lecteur, Eric Jung? Parce qu'on va parler du romancier, mais le lecteur. Parce que là, on imagine une bibliothèque. Oui. Alors c'est vrai un bouffeur de livres. Oui, c'est vrai. Depuis, plus comme tu as fait unique, donc j'avais pas de. Donc j'ai lu très très jeune, très tôt, vers l'âge de 5 ans. J'avais déjà une bibliothèque à la maison. C'était l'époque des comtesses de Ségur. Alors sur le tard, Saint-Antonio, sur le tard. Mais j'ai une culture littéraire très très classique. C'est Malraux, Mauriac, Mauroy. Voilà. Enfin, je suis parti. C'est alors je citais Siménon, et puis alors évidemment après, ça s'est agrandi, et ces dernières années, je me suis pris d'admiration, on va dire, c'est un mot difficile à dire, d'admiration pour les livres, la première période de Leclésio. Voilà, on va marquer une courte pause musicale, on se retrouvera ensuite pour parler de ton actualité, puisque tu es au Salon du Livre, effectivement, pour signer. Oui. Donc on va en parler. On va en parler aussi.
au centre de congrès international Vinci pour les assises du journalisme, 11e édition. Salon du livre, alors salon du livre, l'occasion de venir voir les auteurs en chair en os, hein, c'est plus sympathique que de Rien voir... de cher, pas certain. Ah, Eric, on fera pas de commentaires. Effectivement, donc on va parler d'actualité. L'actualité, tu es là pour signer ton dernier ouvrage. Oui, qui s'appelle L'assassin et son bourreau, c'est aux éditions de Boré. Une action qui se déroule en 46. Alors c'est ça, c'est une action qui se déroule en 46 pendant la guerre, mais qui commence bien avant, puisque elle démarre à Pondichéry en Inde, là où j'ai imaginé que deux personnages, qui sont deux personnages qui ont existé dans la réalité. Il y en a un, c'est le marquis Bernardi de Sigoyer, un assassin qui est considéré encore aujourd'hui d'ailleurs par les criminologues comme le criminel le plus intelligent du XXe siècle, qui était un homme d'une richesse. Il a été propriétaire des chais de Bercy, il a été aussi collaborateur, puis après il est devenu résistant, etc. Et j'avais travaillé une époque sur ce personnage pour la radio, et j'avais découvert ses travers, si on peut dire. Et puis de l'autre côté, quand j'ai fait mon livre sur Landru et l'exposition à Paris au musée sur Landru, je me suis aperçu que il y avait un bourreau un peu particulier qui s'appelle Desfourneaux, qui a tué 400 quelques personnes, enfin exécuté, pardon, 400 quelques personnes, et ils étaient tous les deux, alors pour de vrai, au même moment, à Pondichéry, tous les deux, mais alors ils étaient évidemment très jeunes. Ils étaient amis. Alors ça, c'est moi qui L'imagine. l'imagine. Voilà. En disant, puisqu'ils étaient au même endroit, à la même époque pour de vrai, je vais imaginer qu'ils sont devenus amis. Ensuite, le bourreau, qui n'était pas encore bourreau, mais qui était dans la marine nationale, Bernardi de Sigoyer, qui n'était pas encore un assassin, font chacun leur vie, et jusque sur la guillotine, où à un moment, leur destin est confronté, puisque le bourreau va être obligé de guillotiner son propre ami. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette période-là? Eh ben, c'est dans l'ouvrage. On va se révéler, on va pouvoir faire un feuilleton radiophonique. On va surtout inviter les auditeurs à retrouver cette histoire plutôt passionnante, effectivement, et on peut le faire signer effectivement aujourd'hui au Vinci par rapport à ce salon du livre. Justement, on va revenir sur l'éditeur. Oui. Puisque tu es aussi directeur de collection. Oui, directeur de collection, conseiller éditorial, exactement. Oui. Alors, parle-nous un petit peu de cette fonction et puis de la maison d'édition. Conseiller éditorial, c'est pas bien compliqué. Hein. Tu reçois des manuscrits. Voilà, on reçoit des manuscrits, on cherche des auteurs, on lit les manuscrits, on est en réunion, on se réunit pour apprécier et voir, porter un regard critique sur le manuscrit, en choisir, et puis ensuite s'occuper de l'auteur quand on a signé un contrat et l'accompagner au mieux possible pendant son travail d'écriture jusque à la sortie du livre, et même parfois un peu après. C'est un gros travail parce que souvent les auteurs sont des grands angoissés, donc on a parfois des coups de téléphone très tard le soir, voire la nuit. Et voilà. Et donc c'est une gestion, mais c'est pas, tiens, tout à l'heure on parlait d'humain, c'est encore une gestion humaine qui est intéressante. Et les éditions de Boré sont particulièrement intéressantes parce que c'est une très vieille maison d'édition qui est installée à Clermont-Ferrand et puis qui a eu beaucoup de difficultés à un moment. Et qui est repris par une nouvelle équipe, une nouvelle direction, qui appartient maintenant au groupe de presse Centre France, qui a la Nouvelle République en particulier, la Montagne, etc. Et donc cette nouvelle équipe dont je fais partie, on essaye de relancer, de s'élargir le catalogue sur les romans. Et avant, si c'était un peu régionaliste, maintenant on s'étend sur le plan national. Et je fais appel vraiment aux amis libraires. Qui regardent, qui jouent le jeu également. Qui jouent le jeu, et voilà, exactement. Et il y a vraiment des choses qui ont changé et qui j'espère en tout cas, qui s'améliorent énormément avec des nouvelles découvertes, des nouveaux catalogues et des auteurs connus qui ont choisi récemment de Boré. Je pense à des gens comme Christian Roux, Patrick Traduret, Dominique Jamet. Il y avait même le juge Lambert qui a fait avant de sa mort dramatique, qui avait aussi choisi, parce qu'il avait vraiment choisi les éditions de Boré pour raconter à la fois ses mémoires et puis écrire un roman qui était son dernier livre qu'on a édité. Oui. Alors, durant ces assises du journalisme, il y avait une question, tu l'as entendu tout à l'heure, je l'ai posée à Annie Cogent, je l'ai posée à Delphine Minouy, le journalisme utile, avec un point d'interrogation. Quelle est ta définition, toi, du journalisme utile? Avec le recul, parce que tu as un œil... Je suis pratiquement dogmatique sur ce sujet. Le journalisme utile, il doit rester celui-ci, de mon point de vue personnel de journaliste, c'est une information cherchée et non donnée. Parfois,
on est bien obligé de le remarquer, chacun d'entre nous, quand tu lis ton journal, quand les gens qui nous font la gentillesse de nous écouter lisent leur canard, écoutent la radio ou la télé, regardent la télévision, souvent ce sont des communiqués de presse, des conférences de presse systématiques auxquelles les journalistes vont et ils rapportent ce type d'information qui est une information donc donnée, puisque les boîtes de communication, tout ça, donc on confond un peu parfois communication et information. Or, l'information, c'est celle que l'on va chercher sur le tas, sur le terrain, enquêter, vérifier, et ensuite qui est mis en perspective grâce à sa propre culture générale, à l'histoire, au passé, et puis aux règles éthiques que l'on a dans le métier. Voilà, c'est ça, le journalisme utile, c'est celui-ci, parce que c'est celui-ci qui fait, non seulement qui défend la démocratie, mais qui fait aussi, je crois, avancer la démocratie. Éric Young, merci. Rendez-vous donc ici au Salon des Livres Vassy et puis à bientôt pour d'autres aventures radiophoniques, écrivez, tout ça, on va tout faire. Voilà. Merci. Nous, on se quitte, on se retrouve sur Cité Radio pour la suite des programmes, après le générique tout simplement, et puis nous on se retrouvera sur RCF dès vendredi prochain pour le meilleur des assises du journalisme.